Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du 20h. À la une du journal, les questions des préventions des catastrophes restent encore ouvertes au Cameroun. En cette journée mondiale destinée à la lutte contre les catastrophes, aucune manifestation officielle enregistrée au Cameroun. Pourtant, notre pays reste sous la menace de plusieurs catastrophes. Dans cette édition, la rédaction a fait le tour de ces sites à risque qui connaissent cependant une présence massive des populations. Comment vivent ces populations avec les catastrophes sous les pieds et sous les yeux? Ce sera le grand focus de cette édition du journal. Dans cette édition également, on parlera du Congo avec cet engagement pris par le président Denis Sassou Nguesso visant à intégrer ceux considérés hier comme les rebelles du département du Pôle, une politique d'intégration qui vise à faire sortir les ninjas de la forêt afin de retrouver la réalité républicaine. C'est un engagement ferme qui a été rappelé du côté du Congo-Brazzaville. Et puis l'Afrique et ses transferts massifs de moyens et d'argent des pays du Nord vers les pays du Sud. Les chiffres montrent justement la densité de ces mouvements d'argent, mais dans les faits et concrètement, qui est le principal bénéficiaire? Les pays de l'Afrique au sud du Sahara peuvent-ils être comptés parmi les principaux bénéficiaires de ces mouvements d'argent? Ce sera la réflexion du 20h. Voilà pour la vitrine du journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. J'ouvre cette édition par cette information qui circule depuis quelques heures maintenant. C'est un drame enregistré dans la localité de Mora, dans le Mayo-Sava, à l'extrême nord du Cameroun. C'est un soldat qui vient d'abattre son chef de bataillon, le chef de bataillon Aïssi Tsanga, que vous pouvez en tout cas avoir en image, le soldat qui serait à l'origine de cet assassinat, lequel s'est donné finalement la mort lui-même. Le chef de bataillon Aïssi Tsanga était en poste à Bondéry. Les faits se sont déroulés selon nos sources, d'ailleurs appuyées par celle du hebdomadaire L'Œil du Sahel. Les faits se sont déroulés à la brigade de gendarmerie de Mora. Pour l'instant, les mobiles restent encore inconnus. Un drame de plus impliquant les Pandores dans le Septentrion après le cas déjà enregistré il y a cela quelques mois dans la localité de Kousséri. Nous y reviendrons. Et puis relativement à la crise anglophone, on a enregistré il y a un peu moins de 2 heures maintenant la sortie du gouvernement britannique au sujet des événements du 1er octobre dernier. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne se dit profondément préoccupé par les rapports et autres qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest et qui parlent de décès et de blessés. Ce gouvernement appelle à la retenue tout en exhortant toutes les parties à créer des conditions pour rétablir la confiance, éviter les rhétoriques et les actes provocateurs. Il appelle également à veiller à ce que les mesures et les réactions des forces de sécurité soient proportionnelles aux attaques, entre guillemets, respectant pleinement les droits de l'homme et dans le meilleur intérêt pour la protection des personnes et des biens. La Grande-Bretagne encourage également les parties à rejeter la violence, à entamer le dialogue et à prendre des mesures urgentes pour mettre en œuvre des solutions qui devraient traiter les causes profondes et les griefs qui ont été soulevés. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est ce communiqué du délégué général à la Sûreté nationale qui informe le public que du 10 au 11 octobre 2017, au Palais des Congrès de Yaoundé, se tiendra une réunion de haut niveau sur le terrorisme en Afrique centrale et de l'Ouest, organisée par l'OIPC Interpol et le Cameroun. Outre le Cameroun, cette réunion verra la participation des chefs de police de plusieurs pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest, ainsi que celle du président d'Interpol et de son secrétaire général. C'est signé Martin Barangele, le délégué général à la Sûreté nationale. Parlons actualité. Cette journée est consacrée à la lutte contre la prévention des catastrophes. Vous l'avez certainement constaté, pas de mobilisation contre les catastrophes en ce jour à Yaoundé. La direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale est restée sans activité. D'ailleurs, les principaux responsables étaient absents, mais il existe dans la ville de Yaoundé quelques zones à risque.
les populations semblent minimiser ces risques qui, à l'image simplement, indiquent le danger. Michel Serechungi. Comme je venais souvent là, donc j'ai essayé de chercher la maison partout. Au quartier Oyomabang, le constat est le même. Le flanc de la colline est envahi par des habitations. Même les coins les plus dangereux sont occupés. Ici, la peur est le pain quotidien. La colline nous fait peur parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir l'érosion. Et on peut aussi les personnes qui seront dans ces chambres qui vont partir. Il y a des pertes humaines. Les rigoles qui laissent circuler de l'eau à l'instar de celle-ci ne sont pas respectées. Pourtant, elles ne cessent de s'élargir du fait du ruissellement. Autre zone à risque, c'est ce quartier devenu le fief des inondations. Y accéder est un calvaire. Des maisons s'enterrent au fil du temps. La saison des pluies ici est la période de tous les cauchemars. L'on a des insomnies. Dans certaines surfaces là, bon, les enfants quittent l'endroit qui est mauvais. Ils viennent donc dans l'endroit. Parlons d'autre chose à présent. On reviendra justement sur ces clichés qui montrent les risques que fréquentent au quotidien les populations de Yaoundé entre les sites autour de l'université de Yaoundé et des quartiers qui connaissent des inondations au quotidien. Nous y reviendrons dans de meilleures conditions. Le temps d'annoncer l'arrivée au Cameroun dans les toutes prochaines heures d'un avion médicalisé. Après le bateau médicalisé qui est déjà installé à Douala, cet avion médicalisé va s'occuper des problèmes de vue. 200 000 personnes vivent actuellement avec des problèmes de vue. 800 000 connaissent également la cécité. Les chiffres sont importants et nécessitent une action forte, celle qui pourra être menée par cet avion médicalisé qui est officiellement annoncé. Vanessa Bindi. Après l'accostage du Mercy Ship il y a quelques mois au port autonome de Douala, c'est au tour du Flying Eye Hospital d'atterrir sur le sol camerounais. Cet avion médicalisé de l'organisation non gouvernementale Orbis est à sa 3e mission humanitaire au Cameroun. Pendant un mois, des ophtalmologues internationaux vont offrir bénévolement des formations pratiques sur le traitement des maladies liées à la cécité à près de 78 spécialistes oculaires camerounais. Mesdames et messieurs, Orbis est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, spécialisée dans les soins oculaires de haut niveau, grâce à un vaste réseau d'experts internationaux de renom. Elle offre des programmes pour la prévention de la cécité et le traitement des maladies cécitantes dans divers pays, principalement ceux en voie de développement. Le Flying Eye Hospital est un véritable hôpital ophtalmologique volant. 235 patients sélectionnés par leur ophtalmologue traitant bénéficieront ainsi d'opérations chirurgicales grâce au Flying Eye Hospital qui atterrira ce 5 octobre à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Pour ce projet, 3 centres hospitaliers ont été choisis, notamment l'hôpital central de Yaoundé, celui d'Obac, récemment inauguré, et le Flying Eye Hospital. Rappelons qu'au Cameroun, près de 600 000 personnes souffrent de problèmes de cécité. Le chiffre est non exact, de près de 600 000 personnes qui souffrent des problèmes de cécité dans notre pays. L'avion médicalisé arrive donc demain, 5 octobre, journée de l'enseignant, quasiment férié au Cameroun, pratiquement tous les enseignants seront en fête. Mais la question reste encore posée aujourd'hui. Qui est finalement enseignant dans notre pays? Ceux d'hier étaient orientés dans les métiers de la craie par vocation et par amour. Aujourd'hui, les enseignants semblent être motivés par la recherche du matricule avec des conséquences sur les résultats. Nobere Bodé. Il arpente les couloirs de l'enseignement depuis 32 ans, toujours avec la même abnégation. À 1 an de sa retraite,
Désiré Ongolo Abanda, enseignant devant l'Éternel, parle d'autorité, du métier qu'il a dûment choisi. L'enseignant d'hier, c'est quelqu'un qui exerçait, qu'est-ce que je vais dire là, le métier d'enseignant. Il dispensait des leçons. L'enseignant d'hier, c'est également quelqu'un qui était un formateur. Au sujet de la jeune génération des enseignants, ils se refusent tout commentaire désobligeant, mais parlent plutôt des révolutions coperniciennes s'étant opérées dans les méthodes d'enseignement. Aujourd'hui, d'autres paradigmes sont entrés en scène. Par exemple, la pédagogie par compétence. Et ce sont des techniques d'enseignement qui ont fait leur preuve ailleurs et qui passent également dans notre contexte. Donc l'enseignant d'hier est le formateur, celui d'aujourd'hui également le reste. Pour la jeune génération des seigneurs de l'Acré, la crise de vocation tant décriée au sein de ce corps de métier jadis noble se justifie par la conjoncture. C'est vrai que beaucoup, comme les anciens disent, beaucoup n'entrent pas à l'école aujourd'hui par vocation, mais à cause de la conjoncture, c'est la conjoncture qui nous pousse à faire, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui l'école normale est devenue pour les pauvres. Mais il y en a encore, je crois en tout cas pour moi, que jusqu'à aujourd'hui il y en a qui vont à l'école toujours par vocation. Néanmoins, un vœu ardent, celui du meilleur traitement est émis. Utiliser une nouvelle approche pédagogique, nous avons besoin de réajustements. C'est-à-dire, par exemple, électrifier les salles de classe. Comment est-ce que tu peux dispenser un cours avec des diapos dans une salle de classe? Cela n'est pas possible parce que beaucoup de nos salles ne sont pas électrifiées et ils ont besoin qui est en trait avec les NTIC. Et deuxièmement, nous avons besoin aussi du financement dans la mesure où nous sommes appelés à respecter l'approche par compétence et cela demande et exige un peu de moyens. Des doléances qui trouveront certainement un écho favorable ce jeudi avec la célébration de la journée mondiale de celui qui éduque, forme et façonne le futur citoyen. Ce sera donc journée des doléances demain. Le quotidien des enseignants est bien difficile. Je vous amène par exemple dans la région de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam et les environs. Les enseignants connaissent de nombreux problèmes. Les effectifs sont pléthoriques. Il y a un manque de matériel didactique. Il y a aussi des questions de motivation et un environnement pas forcément propice au travail d'enseignants. Comment vivent-ils au quotidien là-bas? Gaël Jakam. Voici l'unique pièce qui sert de cadre de travail aux enseignants de cette école. Ils sont environ 90 élèves à cohabiter la même salle de classe répartie en deux sections. D'une part, les tout-petits de la maternelle et d'autre part, leurs aînés du primaire. Mais en cas de force majeure, la cour de récréation elle aussi est prise d'assaut par les élèves, déterminés à acquérir le savoir en dépit des obstacles rencontrés. Une situation qui ne laisse pas indifférents les enseignants de ce groupe scolaire, soucieux de voir un changement s'opérer. Régulièrement, le matin, nous faisons la motricité dans cette petite cour. Pendant que la grande session entre pour commencer, la première session reste encore dehors. Nous travaillons d'abord dehors. Après, nous passons les enfants aux toilettes et après le passage des toilettes, nous venons donc utiliser la petite salle d'état, le petit endroit que vous avez vu. Et c'est comme ça que nous travaillons jusqu'à la fin de la journée. En plus des effectifs pléthoriques, de la forte promiscuité et du manque criard du matériel didactique observé dans cet établissement, le personnel enseignant fait également face aux problèmes d'ordre infrastructurel, facteur primordial pour l'épanouissement des enfants. Notre cours même n'est pas encore doté de matériel de jeu pour les enfants. Déjà que nous sommes à la maternelle, oui, ils ont besoin de ça. Ce n'est donc plus à démontrer, les enseignants de l'école maternelle et primaire de Tokai 2 ont soif de voir leur situation professionnelle prendre de l'envol, surtout en cette veille de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant.
Et pour le compte de cette 23e édition, la Journée internationale des enseignants, ceux du département du Fundi se sont retrouvés aujourd'hui autour de ce qui a été baptisé une table ronde, qui est revenue, cette table ronde, sur le thème des festivités cette année, enseigner en liberté, autonomiser les enseignants. Et c'est agi au cours de cette rencontre de tabler sur les précautions à prendre pour mieux valoriser le métier d'enseignant au Cameroun. Et les jeunes qui pensent également aller chercher le bonheur ailleurs, ils ont choisi l'option des migrations avec de nombreuses conséquences. Par dizaines, par centaines et par milliers, les jeunes Africains prennent la direction européenne au mépris des risques rencontrés. Quelques spécialistes africains se sont retrouvés à Yaoundé aujourd'hui. Il est question déjà d'évaluer la situation, de faire le point, mais de proposer quelques voies de sortie. Mélanie Bibanga. D'une seule voix et avec le même objectif, ils disent stop au luxe migratoire au large des côtes libyennes, suicidaires pour la jeunesse africaine à la recherche du bien-être. Les travaux de Yaoundé, dont le but est de permettre aux participants de ces assises d'appréhender le phénomène des migrations clandestines d'origine africaine vers l'Occident, mettent sur la table des réflexions un plan de guerre. Il s'agit d'évoquer les questions liées à la gouvernance des migrations, des flux migratoires, de pouvoir, si vous voulez, parler des mécanismes qui sont mis en place dans le cadre de la gestion des questions migratoires, mais en relief avec les questions de développement à l'échelle des entités subétatiques, c'est-à-dire des régions et des mairies. La société civile qui dénonce le laxisme des États africains à prendre des mesures fortes afin de conserver la jeunesse africaine en Afrique pour le développement de ce continent, invite ces derniers à une conjugaison d'actions pour que le jeune Africain se sente impliqué au développement de son pays. Les institutions étatiques, davantage pour les partenaires au développement, qui devraient pouvoir, si vous voulez, mettre ensemble leurs actions de façon inclusive et cohérente pour pouvoir arriver à des solutions pérennes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une meilleure maîtrise des flux migratoires, une meilleure gestion, une meilleure capitalisation sur les effets des migrations, une meilleure mobilisation de tous les acteurs du processus migratoire et en particulier des migrants qui peuvent mieux apporter, si vous voulez, leur contribution au développement local. Ils ont choisi de prendre la direction du Nord, ces nombreux migrants. Entre-temps, le rapport 2017 de la Banque mondiale estime que les transferts d'argent, quant à eux, semblent massivement prendre la direction des pays pauvres. Plus d'argent du Nord vers le Sud, 450 milliards de dollars, la somme estimée. Mais la question est là, à qui profitent justement ces nombreux transferts? Quelle peut être l'implication de ce mouvement sur les économies de l'Afrique au sud du Sahara? Mathieu Wamba. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur les transferts d'argent vers les pays pauvres fait état d'une hausse de 450 milliards de dollars en 2017. Malgré les baisses consécutives de 2015 et 2016. Concernés, l'Afrique, l'Asie et une partie de l'Amérique latine. Des endroits du monde où les diasporas sont très actives en Europe, en Amérique du Nord et en Russie qui est devenue une plaque économique forte avec son ouverture aux marchés internationaux. Tous ces transferts d'argent sont rendus possibles grâce à la forte poussée des migrants économiques vers le Nord. Le continent africain, selon le dernier rapport, a reçu 33 milliards de dollars via sa diaspora hors circuits illégaux de transfert, et dont les implications économiques et sociales sont bien visibles. Création de petits commerces, start-up, entreprises, poussée vertigineuse de nouveaux quartiers UP dans certaines grandes villes subsahariennes. Mais surtout, l'amélioration du niveau de vie des économiquement faibles qui ont là un soutien non négligeable. Ces flux vers le continent ont même atteint 36 milliards de dollars en 2015 avant de rechuter à 33 milliards, supplantant le total de l'aide publique au développement dans une zone comme l'Afrique de l'Ouest. Dans des pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ces transferts contribuent fortement à la richesse nationale des États. À noter que le rapport 2017 de la Banque mondiale ira encore plus croissant en 2018 en atteignant 456 milliards de francs, même si les transferts de la diaspora africaine connaissent une relative baisse.
Parlons toujours d'argent et de mobilisation financière. Une banque, la Banque africaine de développement, qui vient au soutien de la République centrafricaine en matière d'aménagement d'infrastructures scolaires. 12 milliards de francs CFA, la somme mobilisée pour ces infrastructures qui ont été visitées et inaugurées aujourd'hui par le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra. Perpétue Ngandomo. La coopération entre la Banque africaine de développement et le Centrafrique est au beau fixe. Celle-ci se traduit avec la matérialisation et la réhabilitation des infrastructures scolaires. L'inauguration des 10 locaux cités en début de matinée par le président Faustin Archange Touadéra, et c'est dire combien l'éducation occupe une place énorme en République centrafricaine. La réhabilitation et la matérialisation des infrastructures effectuées par la Banque africaine de développement est évaluée à plus de 12 milliards de francs CFA. Des réalisations appréciées à leur juste valeur. C'est important. Le développement, c'est l'avenir du pays. L'éducation, c'est l'avenir du pays. Et c'est important. On a pris la peine de faire le tour. Le président Faustin Archange Touadéra souhaite d'ailleurs que les dites actions puissent s'étendre dans les zones reculées. Ils sont aussi à cette situation difficile. Notre souhait, c'est que la paix revienne pour que nous puissions nous occuper aussi des enfants qui sont dans des conditions difficiles dans l'arrière-pays. Pour cette première phrase, il faut dire qu'étaient concernés le lycée technique de Bangui, le lycée professionnel féminin, le lycée de Bobongo et l'école des métiers d'art. Et la ville de Bangui qui a dit au revoir, il y a cela quelques semaines maintenant, au contingent camerounais de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, la mission de paix. Les éléments de ce contingent ont également été reçus aujourd'hui au Cameroun par le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty à Somon. Cérémonie dans la pure tradition militaire pour ces braves soldats qui ont participé avec brio à cet effort de maintien de la paix. Le ministre de la Défense a d'ailleurs félicité le contingent camerounais pour ses comportements plutôt moraux pendant que quelques contingents d'autres pays connaissaient des situations critiques. Malheureusement, 2 soldats camerounais ont perdu la vie au cours de cette mission. Hommage leur a d'ailleurs été rendu. Et au sujet des déclarations, je vous propose d'écouter le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, dans cette attitude qui restitue l'importance et la qualité de cette mission des Camerounais. Avec dévouement, professionnalisme et bravoure, les militaires et gendarmes de ce contingent se sont acquittés de leur mission. Bien plus, mettant à profit leurs capacités, leur disponibilité, leur bon comportement et leur sens de l'honneur et du devoir, la MINUSCA n'a pas hésité à employer nos unités de notre contingent au-delà des normes d'engagement convenues dès le départ. C'est ainsi que ces unités ont tenu bon face à tous ces défis et ont accompli leurs différentes missions à la satisfaction de leurs chefs, des autorités centrafricaines et de la MINUSCA. Par exemple, le bataillon camerounais a temporairement pris en compte une zone de responsabilité prévue pour 2 bataillons pour pallier le rapatriement précipité du bataillon congolais. Pour la même raison, l'UPC numéro 1 basé à Boire s'est pendant un temps divisé en 2. Le ministre camerounais en charge donc de la Défense, le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo, parlant toujours de sécurité dans la sous-région. Ce sont les rebelles du département du Poul qui sont appelés à intégrer l'ordre républicain. Ils sont connus sous le nom des Nindias. Le président Denis Sassou Nguesso est déterminé à faire sortir ces Nindias de la forêt pour établir une plateforme de dialogue, mais surtout favoriser leur intégration. Sylvestre Messi à Brazzaville. En concertation avec les représentants des sages et notables des 13 districts du département du Poul ce 3 octobre au Palais du Peuple à Brazzaville,
Le chef de l'État congolais invite les ex-rebelles Ninja Nsilulu à sortir des forêts avec leurs armes et promet d'assurer leur sécurité. J'ai déjà donné des instructions au niveau du gouvernement pour que la réflexion soit menée sans délai aussi. La mise en place d'un programme qui devrait nous amener à sortir ces jeunes gens de la brousse. Je dis bien, ils sortent avec leurs armes. Il faut qu'ils sortent avec les armes et ne risqueront rien du tout. C'est la parole du président. Après un passage au scanner de la situation sécuritaire et humanitaire qui dure dans cette partie du pays depuis plus de 18 mois, les interlocuteurs de Denis Sassou Nguesso ont accepté la main tendue du président de la République et proposé quelques pistes de solutions à cette crise. 1. L'ouverture de couloirs sécurisés pour permettre la sortie des jeunes en déperdition, leur cantonnement et leur réinsertion sociale à travers les programmes du Haut Commissariat chargé de la réinsertion des ex-combattants. 2. La libre circulation des personnes, des biens et surtout des vivres. Les populations du Poul se sentent abandonnées. Elles sollicitent votre implication personnelle au-delà de tout ce que vous ne cessez de faire pour consolider la paix dans notre pays. Pour les ressortissants de ce département, cette réunion vient de poser les jalons de retour à la paix. Quand le président de la République parle et donne sa bénédiction, la paix est là. Parce que Denis Sassou Nguesso est un homme de paix. Notons que la crise sécuritaire du Poul a déjà causé la mort de nombreux Congolais, sans compter des milliers de déplacés. Du côté du Tchad, c'est une opération coup de poing tout à fait particulière qui vise essentiellement les stations-service. Depuis le mois de juillet dernier, l'État tchadien a lancé cette opération de destruction de ces stations-service qui ne respectent pas les normes et qui exposent les populations aux nombreux dangers. Comment se vit et se mène cette opération sur le terrain? Merveillissimo. 63 stations-service sont mises en demeure depuis le 3 octobre au Tchad. Après plusieurs notifications aux acteurs de ce secteur d'activité et un mois d'extension supplémentaire accordé par le directeur de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val au Tchad, plusieurs entreprises ne se sont toujours pas conformées aux normes de sécurité. La date de l'échéance expirée, les décisions ont été prises par le gouvernement. Toutes les stations-service qui ne répondent pas aux normes de sécurité seront démolies à partir de ce 3 octobre jusqu'au week-end. Cette nouvelle est un grand soulagement pour les voisins qui redoutaient de plus en plus des incendies dans la capitale. Pour des géants de stations-service, la mesure est allée un peu trop vite. Ils expriment également leur mécontentement face à cette décision difficile à digérer. Mais pour le ministre du Pétrole, le gouvernement qui a trop attendu sera désormais sans pitié afin que les stations-service ne soient plus un danger pour la société. Parlons sport dans cette édition et cette course contre la montre qui est lancée au Cameroun. Il faut rattraper les retards et réussir le pari de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La mission CAF est imminente sur le territoire camerounais. Le ministre des Sports et l'Éducation physique a tenu à faire le point des réalisations en matière d'infrastructures dans les différents stades et les villes qui ont été retenues pour recevoir cette compétition. Étienne Bala. L'avenir de l'athlétisme africain se joue les 9 et 10 octobre prochain à Rabat, au Maroc. Ce sera au cours d'un congrès extraordinaire et ordinaire de la Confédération africaine d'athlétisme. En prélude à ce rendez-vous qui va réunir plusieurs fédérations africaines de la discipline, le président de la dite confédération a tenu à clarifier déjà les enjeux autour. Nous allons à Rabat justement pour que nos statuts en Afrique soient adaptés aux statuts qui ont été approuvé au niveau mondial pour améliorer notre gouvernance. Il sera également question de décentraliser les responsabilités pour un meilleur fonctionnement. Dans le projet de statut, nous avons donné plus de responsabilités du développement au niveau des fédérations. Et puis ces fédérations sont regroupées par régions géographiques. Nous en avons 5. On a le nord, on a l'ouest, on a le sud, le centre et l'Est.
Donc, les présidents qui coordonnent les activités dans ces régions auront plus de responsabilités. La lutte contre le dopage, phénomène très récurrent dans l'athlétisme, sera également l'un des sujets majeurs à débattre. Vous savez, dans tous les marathons, tous les semi-marathons, les 10 km et autres dans le monde, les Africains sont très présents. Plus particulièrement les Kenyans, les Éthiopiens, les Ougandais, enfin en gros les athlètes de l'Afrique de l'Est, mais aussi de l'Afrique du Nord. Et l'Occident nous cible en disant que est-ce que nos athlètes, quand ils courent comme ça, est-ce qu'ils ne sont pas dopés? Parce qu'il y a des épreuves où, sur les 10 premiers, vous ne trouvez que des Africains. L'Afrique, très régulière sur le plan d'accueil, organisation des compétitions de haute envergure, a donc plus qu'à jamais le cœur dans l'organisation des championnats du monde d'athlétisme sur le continent en 2023 ou encore en 2025. En outre, et au regard du calendrier très chargé d'événements sur le continent, entre 2018 et 2020, le Cameroun pourrait être l'un des pays potentiels candidats à accueillir certains sur son sol de par la ressource humaine et infrastructurelle qu'il dispose. On est donc fixé sur la rencontre annoncée pour quelques jours, dans quelques jours du côté de Rabat au Maroc, de la Confédération africaine d'athlétisme. Le président de la CAA, Ahmad Kalkaba Malboum, était face à la presse hier ici à Yaoundé. Etienne Bala nous proposait justement le contenu des assises du Maroc. Le même Etienne Bala qui revient cette fois-ci sur les infrastructures sportives liées à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et le point qui a été effectué autour du ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidongbat, avant l'arrivée imminente de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Etienne Bala. Les réalisations des travaux sur les infrastructures de la CAN de 2019 au Cameroun se font de manière progressive. L'avancement des travaux est aujourd'hui donc 95% des terrassements généraux sont réalisés, 10% des ouvrages béton en infrastructure est réalisé. Et l'autre vecteur important de ce stade, c'est la préfabrication des éléments béton et métalliques sont en cours en Italie. Pour cette entreprise italienne Piccini, on a déjà connu un premier retard concernant les premières arrivées du matériau préfabriqué, mais la raison est là. Il y a eu un petit peu de retard sur des sujets techniques pour permettre que les plans soient parfaitement au point. L'entreprise Piccini a augmenté le nombre d'usines. Il y en avait 2, aujourd'hui il y en a 3 et certainement une 4e pour, je dirais, rattraper les quelques semaines ou quelques mois de retard qu'ils ont pris. Ce sera donc au mois de novembre prochain que les premiers éléments accosteront par bateau au port de Douala, ensuite transférés à Yaoundé. Incessamment de ce côté, on annonce la fin des travaux en janvier 2019 et donc les délais seront respectés. Délais respectés également pour ce qui concerne la ville de Garoua, dont le stade doit être réhabilité avec des stades annexes construits et un hôtel de 4 étoiles. Un délai, ça dépend de la stratégie de mobilisation. Nous sommes prêts à faire à ce que l'entreprise se mobilise suffisamment pour pouvoir tenir les délais. Pour le moment, les travaux attendent encore l'approbation des études qui sont en cours de finalisation. De ce côté, les entreprises s'installent encore avant la mobilisation qui sera faite sur le site des travaux. Le même bureau d'études rassure pour ce qui est de l'extension de la toiture sur le stade de Limbé. Limbé est pratiquement prêt. En ce moment, les tôles sont déjà au port. Donc d'ici quelques mois, Limbé sera fin prêt. Notons que ces évaluations se font sur la base des suivis de la construction des infrastructures de la CAN de 2019 et l'annonce incessante de l'arrivée de la mission d'inspection CAF au Cameroun. Derrière ce journal, l'espace est quasi essentiellement réservé aux activités de la jeunesse avec 2 rentrées académiques. La première concerne l'Institut africain d'informatique. La rentrée académique solennelle, c'était aujourd'hui avec l'annonce du système LMD. La seconde rentrée académique, c'est celle de l'Université de Douala, la faculté de sciences juridiques et politiques qui a accueilli les nouveaux étudiants. Et puis à 21h, question également au profit de la jeunesse camerounaise, c'est la question liée à l'enseignement et aux enseignants. A-t-on encore les enseignants de qualité? L'enseignant est-il encore respecté dans notre pays? C'est la problématique au cœur d'arrêt majeur à 21h avec Parfait Haïti. Mesdames, Messieurs, passez de magnifiques moments sur votre chaîne de télévision. Bonne soirée à tous.
enseignants de l'école maternelle et primaire de Tokay 2 ont soif de voir leur situation professionnelle prendre de l'envol, surtout en cette veille de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant. Et pour le compte de cette 23e édition, la Journée internationale des enseignants, ceux du département du Fundi se sont retrouvés aujourd'hui autour de ce qui a été baptisé une table ronde, qui est revenue, cette table ronde, sur le thème des festivités cette année, enseigner en liberté, autonomiser les enseignants. Et c'est agi au cours de cette rencontre de tabler sur les précautions à prendre pour mieux valoriser le métier d'enseignant au Cameroun. Et les jeunes qui pensent également aller chercher le bonheur ailleurs, ils ont choisi l'option des migrations avec de nombreuses conséquences. Par dizaines, par centaines et par milliers, les jeunes Africains prennent la direction européenne au mépris des risques rencontrés. Quelques spécialistes africains se sont retrouvés à Yaoundé aujourd'hui. Il est question déjà d'évaluer la situation, de faire le point, mais de proposer quelques voies de sortie. Mélanie Bibanga. D'une seule voix et avec le même objectif, ils disent stop au flux migratoire au large des côtes libyennes, suicidaires pour la jeunesse africaine à la recherche du bien-être. Les travaux de Yaoundé, dont le but est de permettre aux participants de ces assises d'appréhender le phénomène des migrations clandestines d'origine africaine vers l'Occident, mettent sur la table des réflexions un plan de guerre. Il s'agit d'évoquer les questions liées à la gouvernance des migrations, des flux migratoires, de pouvoir, si vous voulez, parler des mécanismes qui sont mis en place dans le cadre de la gestion des questions migratoires, mais en relief avec les questions de développement à l'échelle des entités subétatiques, c'est-à-dire des régions et des mairies. La société civile qui dénonce le laxisme des États africains à prendre des mesures fortes afin de conserver la jeunesse africaine en Afrique pour le développement de ce continent, invite ces derniers à une conjugaison d'actions pour que le jeune Africain se sente impliqué au développement de son pays. Les institutions étatiques, davantage pour les partenaires au développement, qui devraient pouvoir, si vous voulez, mettre ensemble leurs actions de façon inclusive et cohérente pour pouvoir arriver à des solutions pérennes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une meilleure maîtrise des flux migratoires, une meilleure gestion, une meilleure capitalisation sur les effets des migrations, une meilleure mobilisation de tous les acteurs du processus migratoire et en particulier des migrants qui peuvent mieux apporter, si vous voulez, leur contribution au développement local. Ils ont choisi de prendre la direction du Nord, ces nombreux migrants. Entre-temps, le rapport 2017 de la Banque mondiale estime que les transferts d'argent, quant à eux, semblent massivement prendre la direction des pays pauvres. Plus d'argent du Nord vers le Sud, 450 milliards de dollars, la somme estimée. Mais la question est là, à qui profitent justement ces nombreux transferts? Quelle peut être l'implication de ce mouvement sur les économies de l'Afrique au sud du Sahara? Mathieu Wamba. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur les transferts d'argent vers les pays pauvres fait état d'une hausse de 450 milliards de dollars en 2017. Malgré les baisses consécutives de 2015 et 2016. Concernés, l'Afrique, l'Asie et une partie de l'Amérique latine. Des endroits du monde où les diasporas sont très actives en Europe, en Amérique du Nord et en Russie qui est devenue une plaque économique forte avec son ouverture aux marchés internationaux. Tous ces transferts d'argent sont rendus possibles grâce à la forte poussée des migrants économiques vers le Nord. Le continent africain, selon le dernier rapport, a reçu 33 milliards de dollars via sa diaspora hors circuits illégaux de transfert, et dont les implications économiques et sociales sont bien visibles. Création de petits commerces, start-up, entreprises, poussée vertigineuse de nouveaux quartiers UP dans certaines grandes villes subsahariennes. Mais surtout, l'amélioration du niveau de vie des économiquement faibles qui ont là un soutien non négligeable. Ces flux vers le continent ont même atteint 36 milliards de dollars en 2015 avant de rechuter à 33 milliards, supplantant le total de l'aide publique au développement dans une zone comme l'Afrique de l'Ouest. Dans des pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ces transferts contribuent fortement à la richesse nationale des États. À noter que le rapport 2017 de la Banque mondiale ira encore plus croissant en 2018 en atteignant 456 milliards de francs, même si les transferts de la diaspora africaine connaissent une relative baisse.
Parlons toujours d'argent et de mobilisation financière. Une banque, la Banque africaine de développement, qui vient au soutien de la République centrafricaine en matière d'aménagement d'infrastructures scolaires. 12 milliards de francs CFA, la somme mobilisée pour ces infrastructures qui ont été visitées et inaugurées aujourd'hui par le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra. Perpétue Ngandomo. La coopération entre la Banque africaine de développement et le Centrafrique est au beau fixe. Celle-ci se traduit avec la matérialisation et la réhabilitation des infrastructures scolaires. L'inauguration des 10 locaux cités en début de matinée par le président Faustin Archange Touadéra, et c'est dire combien l'éducation occupe une place énorme en République centrafricaine. La réhabilitation et la matérialisation des infrastructures effectuées par la Banque africaine de développement est évaluée à plus de 12 milliards de francs CFA. Des réalisations appréciées à leur juste valeur. C'est important. Le développement, c'est l'avenir du pays. L'éducation, c'est l'avenir du pays. Et c'est important. Il va valer la peine de faire le tour. Le président Faustin Archange Touadéra souhaite d'ailleurs que les dites actions puissent s'étendre dans les zones reculées. Ils sont aussi à cette situation difficile. Notre souhait, c'est que la paix revienne pour que nous puissions nous occuper aussi des enfants qui sont dans des conditions difficiles dans l'arrière-pays. Pour cette première phrase, il faut dire qu'étaient concernés le lycée technique de Bangui, le lycée professionnel féminin, le lycée de Bobongo et l'école des métiers d'art. Et la ville de Bangui qui a dit au revoir, il y a cela quelques semaines maintenant, au contingent camerounais de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, la mission de paix. Les éléments de ce contingent ont également été reçus aujourd'hui au Cameroun par le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty à Somo. Cérémonie dans la pure tradition militaire pour ces braves soldats qui ont participé avec brio à cet effort de maintien de la paix. Le ministre de la Défense a d'ailleurs félicité le contingent camerounais pour ses comportements plutôt moraux pendant que quelques contingents d'autres pays connaissaient des situations critiques. Malheureusement, 2 soldats camerounais ont perdu la vie au cours de cette mission. Hommage leur a d'ailleurs été rendu. Et au sujet des déclarations, je vous propose d'écouter le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, dans cette attitude qui restitue l'importance et la qualité de cette mission des Camerounais. Avec dévouement, professionnalisme et bravoure, que les militaires et gendarmes de ce contingent se sont acquittés de leur mission. Bien plus, mettant à profit leurs capacités, leur disponibilité, leur bon comportement et leur sens de l'honneur et du devoir, la MINUSCA n'a pas hésité à employer nos unités de notre contingent au-delà des normes d'engagement convenues dès le départ. C'est ainsi que ces unités ont tenu bon face à tous ces défis et ont accompli leurs différentes missions à la satisfaction de leurs chefs, des autorités centrafricaines et de la MINUSCA. Par exemple, le bataillon camerounais a temporairement pris en compte une zone de responsabilité prévue pour 2 bataillons pour pallier le rapatriement précipité du bataillon congolais. Pour la même raison, l'UPC numéro 1 basé à Boire s'est pendant un temps divisé en 2. Le ministre camerounais en charge donc de la Défense, le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo, parlant toujours de sécurité dans la sous-région. Ce sont les rebelles du département du Poul qui sont appelés à intégrer l'ordre républicain. Ils sont connus sous le nom des Nindias. Le président Denis Sassou Nguesso est déterminé à faire sortir ces Nindias de la forêt pour établir une plateforme de dialogue, mais surtout de l'enseignement
enseignants, quasiment férié au Cameroun, pratiquement tous les enseignants seront en fête, mais la question reste encore posée aujourd'hui. Qui est finalement enseignant dans notre pays? Ceux d'hier étaient orientés dans les métiers de la craie par vocation et par amour. Aujourd'hui, les enseignants semblent être motivés par la recherche du matricule avec des conséquences sur les résultats. Nobere Bodé. Il arpente les couloirs de l'enseignement depuis 32 ans, toujours avec la même abnégation. À 1 an de sa retraite, Désiré Ongolo Abanda, enseignant devant l'Éternel, parle d'autorité, du métier qu'il a dûment choisi. L'enseignant d'hier, c'est quelqu'un qui exerçait, qu'est-ce que je vais dire là, le métier d'enseignant. Il dispensait des leçons. L'enseignant d'hier, c'est également quelqu'un qui était un formateur. Au sujet de la jeune génération des enseignants, il se refuse tout commentaire désobligeant, mais parle plutôt des révolutions coperniciennes s'étant opérées dans les méthodes d'enseignement. Aujourd'hui, d'autres paradigmes sont entrés en scène. Par exemple, la pédagogie par compétence. Ce sont des techniques d'enseignement qui ont fait leur preuve ailleurs et qui passent également dans notre contexte. Donc l'enseignant d'hier est le formateur, celui d'aujourd'hui également le reste. Pour la jeune génération des seigneurs de la craie, la crise de vocation tant décriée au sein de ce corps de métier jadis noble se justifie par la conjoncture. C'est vrai que beaucoup, comme les anciens disent, beaucoup n'entrent pas à l'école aujourd'hui par vocation, mais à cause de la conjoncture, c'est la conjoncture qui nous pousse à faire, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui l'école normale est devenue pour les pauvres. Mais il y en a encore, je crois en tout cas, pour moi, que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui vont à l'école toujours par vocation. Néanmoins, un vœu ardent, celui du meilleur traitement est émis. Utiliser une nouvelle approche pédagogique, nous avons besoin de réajustements. C'est-à-dire, par exemple, électrifier les salles de classe. Comment est-ce que tu peux dispenser un cours avec des diapos dans une salle de classe? Cela n'est pas possible parce que beaucoup de nos salles ne sont pas électrifiées. Qui est en trait avec les NTIC. Et deuxièmement, nous avons besoin aussi du financement dans la mesure où nous sommes appelés à respecter l'approche par compétence et cela demande et exige un peu de moyens. Des doléances qui trouveront certainement un écho favorable ce jeudi avec la célébration de la journée mondiale de celui qui éduque, forme et façonne le futur citoyen. Ce sera donc journée des doléances demain. Le quotidien des enseignants est bien difficile. Je vous amène par exemple dans la région de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam et les environs. Les enseignants connaissent de nombreux problèmes. Les effectifs sont pléthoriques. Il y a un manque de matériel didactique. Il y a aussi des questions de motivation et un environnement pas forcément propice au travail d'enseignants. Comment vivent-ils au quotidien là-bas? Gaël Jakam. Voici l'unique pièce qui sert de cadre de travail aux enseignants de cette école. Ils sont environ 90 élèves à cohabiter la même salle de classe répartie en 2 sections. D'une part, les tout-petits de la maternelle et d'autre part, leurs aînés du primaire. Mais en cas de force majeure, la cour de récréation elle aussi est prise d'assaut par les élèves déterminés à acquérir le savoir en dépit des obstacles rencontrés. Une situation qui ne laisse pas indifférents les enseignants de ce groupe scolaire, soucieux de voir un changement s'opérer. Régulièrement, le matin, nous faisons la motricité dans cette petite cour. Pendant que la grande session entre pour commencer, la première session reste encore dehors. Nous travaillons d'abord dehors. Après, nous passons les enfants aux toilettes et après le passage des toilettes, nous venons donc utiliser la petite salle d'état, le petit endroit que vous avez vu. Et c'est comme ça que nous travaillons jusqu'à la fin de la journée. En plus des effectifs pléthoriques, de la forte promiscuité et du manque criard du matériel didactique observé dans cet établissement, le personnel enseignant fait également face aux problèmes d'ordre infrastructurel, facteur primordial pour l'épanouissement des enfants. Que notre cours même n'est pas encore doté de matériel de jeu pour les enfants. Déjà que nous sommes à la maternelle, oui, ils ont besoin de ça.
Ce n'est donc plus à démontrer les L'actualité, cette journée est consacrée à la lutte contre la prévention des catastrophes. Vous l'avez certainement constaté, pas de mobilisation contre les catastrophes en ce jour à Yaoundé. La direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale est restée sans activité. D'ailleurs, les principaux responsables étaient absents, mais il existe dans la ville de Yaoundé quelques zones à risque. Les populations semblent minimiser ces risques qui, à l'image simplement, indiquent le danger. Michel Serechungi. Comme je venais souvent là, donc j'ai essayé de chercher la maison partout. Au quartier Oyomabang, le constat est le même. Le flanc de la colline est envahi par des habitations. Même les coins les plus dangereux sont occupés. Ici, la peur est le pain quotidien. La colline nous fait peur parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir l'érosion. Et on peut aussi les personnes qui seront dans ces chambres qui vont partir. Des pertes humaines. Les rigoles qui laissent circuler de l'eau à l'instar de celle-ci ne sont pas respectées. Pourtant, elles ne cessent de s'élargir du fait du ruissellement. Autre zone à risque, c'est ce quartier devenu le fief des inondations. Y accéder est un calvaire. Des maisons s'enterrent au fil du temps. La saison des pluies ici est la période de tous les cauchemars. L'on a des insomnies. Dans certaines surfaces, là, bon, les enfants quittent l'endroit qui est mauvais. Ils viennent donc dans l'endroit. Parlons d'autre chose à présent. On reviendra justement sur ces clichés qui montrent les risques que fréquentent au quotidien les populations de Yaoundé entre les sites autour de l'université de Yaoundé et des quartiers qui connaissent des inondations au quotidien. Nous y reviendrons dans de meilleures conditions. Le temps d'annoncer l'arrivée au Cameroun dans les toutes prochaines heures d'un avion médicalisé. Après le bateau médicalisé qui est déjà installé à Douala, cet avion médicalisé va s'occuper des problèmes de vue. 200 000 personnes vivent actuellement avec des problèmes de vue. 800 000 connaissent également la cécité. Les chiffres sont importants et nécessitent une action forte, celle qui pourra être menée par cet avion médicalisé qui est officiellement annoncé. Vanessa Bindi. Après l'accostage du Mercy Ship il y a quelques mois au port autonome de Douala, c'est au tour du Flying Eye Hospital d'atterrir sur le sol camerounais. Cet avion médicalisé de l'organisation non gouvernementale Orbis est à sa 3e mission humanitaire au Cameroun. Pendant un mois, des ophtalmologues internationaux vont offrir bénévolement des formations pratiques sur le traitement des maladies liées à la cécité à près de 78 spécialistes oculaires camerounais. Mesdames et messieurs, Orbis est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, spécialisée dans les soins oculaires de haut niveau, grâce à un vaste réseau d'experts internationaux de renom. Elle offre des programmes pour la prévention de la cécité et le traitement des maladies cécitantes dans divers pays, principalement ceux en voie de développement. Le Flying Eye Hospital est un véritable hôpital ophtalmologique volant. 235 patients sélectionnés par leur ophtalmologue traitant bénéficieront ainsi d'opérations chirurgicales grâce au Flying Eye Hospital qui atterrira ce 5 octobre à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Pour ce projet, 3 centres hospitaliers ont été choisis, notamment l'hôpital central de Yaoundé, celui d'Obac, récemment inauguré, et le Flying Eye Hospital. Rappelons qu'au Cameroun, près de 600 000 personnes souffrent de problèmes de cécité. Le chiffre est non exact, de près de 600 000 personnes qui souffrent des problèmes de cécité dans notre pays. L'avion médicalisé arrive donc demain, 5 octobre, journée...
Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du 20h. À la une du journal, les questions des préventions des catastrophes restent encore ouvertes au Cameroun. En cette journée mondiale destinée à la lutte contre les catastrophes, aucune manifestation officielle enregistrée au Cameroun. Pourtant, notre pays reste sous la menace de plusieurs catastrophes. Dans cette édition, la rédaction a fait le tour de ces sites à risque qui connaissent cependant une présence massive des populations. Comment vivent ces populations avec les catastrophes sous les pieds et sous les yeux? Ce sera le grand focus de cette édition du journal. Dans cette édition également, on parlera du Congo avec cet engagement pris par le président Denis Sassou Nguesso visant à intégrer ceux considérés hier comme les rebelles du département du Pôle, une politique d'intégration qui vise à faire sortir les ninjas de la forêt afin de retrouver la réalité républicaine. C'est un engagement ferme qui a été rappelé du côté du Congo-Brazzaville. Et puis l'Afrique et ses transferts massifs de moyens et d'argent des pays du Nord vers les pays du Sud. Les chiffres montrent justement la densité de ces mouvements d'argent, mais dans les faits et concrètement, qui est le principal bénéficiaire? Les pays de l'Afrique au sud du Sahara peuvent-ils être comptés parmi les principaux bénéficiaires de ces mouvements d'argent? Ce sera la réflexion du 20h. Voilà pour la vitrine du journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition par cette information qui circule depuis quelques heures maintenant. C'est un drame enregistré dans la localité de Mora, dans le Mayo-Sava, à l'extrême nord du Cameroun. C'est un soldat qui vient d'abattre son chef de bataillon, le chef de bataillon Aïssi Tsanga, que vous pouvez en tout cas avoir en image, le soldat qui serait à l'origine de cet assassinat, lequel s'est donné finalement la mort lui-même. Le chef de bataillon Aïssi Tsanga était en poste à Bondéry. Les faits se sont déroulés selon nos sources, d'ailleurs appuyées par celle du hebdomadaire L'Œil du Sahel. Les faits se sont déroulés à la brigade de gendarmerie de Mora. Pour l'instant, les mobiles restent encore inconnus. Un drame de plus impliquant les Pandores dans le Septentrion après le cas déjà enregistré il y a cela quelques mois dans la localité de Kousséri. Nous y reviendrons. Et puis relativement à la crise anglophone, on a enregistré il y a un peu moins de 2 heures maintenant la sortie du gouvernement britannique au sujet des événements du 1er octobre dernier. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne se dit profondément préoccupé par les rapports et autres qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest et qui parlent de décès et de blessés. Ce gouvernement appelle à la retenue tout en exhortant toutes les parties à créer des conditions pour rétablir la confiance, éviter les rhétoriques et les actes provocateurs. Il appelle également à veiller à ce que les mesures et les réactions des forces de sécurité soient proportionnelles aux attaques, entre guillemets, respectant pleinement les droits de l'homme et dans le meilleur intérêt pour la protection des personnes et des biens. La Grande-Bretagne encourage également les parties à rejeter la violence, à entamer le dialogue et à prendre des mesures urgentes pour mettre en œuvre des solutions qui devraient traiter les causes profondes et les griefs qui ont été soulevés. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est ce communiqué du délégué général à la Sûreté nationale qui informe le public que du 10 au 11 octobre 2017, au Palais des Congrès de Yaoundé, se tiendra une réunion de haut niveau sur le terrorisme en Afrique centrale et de l'Ouest, organisée par l'OIPC Interpol et le Cameroun. Outre le Cameroun, cette réunion verra la participation des chefs de police de plusieurs pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest, ainsi que celle du président d'Interpol et de son secrétaire général. C'est signé Martin Barangele, le délégué général à la Sûreté nationale. Parlons